Voilà, bienvenue dans ce webinaire avec pour sujet la violence en ligne. L'objectif de ce webinaire est de présenter différentes formes de violence en ligne. L'objectif est aussi d'apporter certaines nuances. C'est un exercice particulièrement difficile. Il y a des personnes dont c'est le métier. Je précise d'emblée que ce n'est pas le mien spécifiquement, mais j'ai quand même étudier le sujet pour pouvoir présenter les différentes formes de violence en ligne, comprendre aussi quels sont les impacts et comment, dans un contexte d'inclusion numérique, d'accompagnement numérique, on peut agir, réagir. Donc ça, c'est tout l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit précédemment, à utiliser le chat pour... partager vos vécus, vos questions, questionnements, les réactions, tout ça est le bienvenu. Voilà, donc, comme je viens de le dire, hein, j'avais anticipé ce slide. Le gros du morceau, ça sera de parler de la violence en ligne, mais je serais aussi intéressé de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions particulières euh, voilà, par rapport à des situations vécues dans le passé ou voilà, des questions maintenant ou pour le futur. Tout ça est possible. Alors, première chose, c'est qu'est-ce qu'on entend par violence en ligne? Ce sont plein de formes où déjà ce sont des interactions numériques, hein, c'est le volet en ligne. Et puis violence, là, je tiens à- à expliquer ce mot, c'est que violence n'est pas nécessairement une violence délibérée. Donc ça peut parfois être non intentionnel, mais qui est vécu comme étant une violence. J'ajoute en plus que certaines violences ne sont pas toujours perçues comme étant une violence, parce qu'on a l'habitude de vivre ce genre de comportement, de recevoir ce genre de remarques, mais qui en fait le sont quand même. Et donc, on verra que ce sont des commentaires méchants, dénigrants, violents même, des appels à la violence, vraiment clairement, textuellement, ou encore des formes peut-être plus indirectes, des publications d'informations confidentielles sans consentement de la part de la personne. Alors, quand je dis information, ça peut être des coordonnées comme des photos. On pourra y revenir. Le premier volet de la présentation sera donc d'aborder les différentes formes de violence en ligne. Et alors, il y en a beaucoup, je précise déjà, mais c'est important de comprendre comment la violence en ligne peut se présenter. Il y a vraisemblablement d'autres formes encore. Et c'est important aussi de savoir que ces différentes formes peuvent être cumulées et sont parfois très fortes et parfois plus faibles. J'y reviendrai. Dans les grandes lignes, je vais parler de 6 formes de violence en ligne. Alors, d'abord, le cas des emojis, hein, comment on les utilise en ligne, le harcèlement, qui est une forme malheureusement fort courante aujourd'hui, les trolls, dans les espaces publics en ligne, les forums, les réseaux sociaux. Ensuite, 2 formes qui sont finalement d'une certaine manière assez proches, c'est le sexisme et le racisme. Il y a par rapport à ça bon, un arbitrage qui a été fait, c'est pour la limite dans le temps de ce webinaire, mais il y a évidemment derrière sexisme et racisme, il y a aussi tout ce qui est dénigrement ou humiliation ou atteinte, forme de violence vis-à-vis d'autres personnes, communautés. Donc voilà, ça ne se limite évidemment pas à ces deux-là. Et puis il y a la violence vraiment à proprement parler, les appels à la violence et puis la violence vraiment physique quand on arrive aux mains. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est les emojis.
et vous pouvez imaginer que vous pouvez comprendre facilement ce qu'on entend par les emojis qui sont à l'écran. Il y a d'abord un pistolet à eau. Alors ça a été une très longue discussion au début, avant la mise en ligne de l'emoji pistolet à eau. Je disais oui, mais ça c'est trop explicite de mettre un vrai fusil. Donc, on va mettre un fusil qui est beaucoup plus innocent. On va mettre un fusil à eau et du coup, c'est beaucoup plus, voilà. Tout d'un coup, c'est mieux d'avoir un emoji, un fusil à eau. N'empêche, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un fusil, une bombe, une dague, un couteau, une tête de mort. Tout ça, c'est assez explicite. Euh, c'est explosif, c'est violent. On comprend qu'avec un fusil, un couteau, ce sont des armes. Une bombe d'ailleurs aussi, une tête de mort, ça le dit bien. On, on souhaite tuer ou faire violence à quelqu'un. Ensuite, il y a des emojis qui sont implicites. Un singe, une aubergine, une grenouille, une pêche et un verre de lait. Certains connaissent peut-être la double signification de ces emojis-là. Pour le singe, je vais pas encore en parler, je vais y revenir. L'aubergine est souvent affiliée aux parties génitales masculines. La grenouille est, est associée aux environnements d'extrême droite, avec le mime Pépé la grenouille. La, la pêche, ça représente des fesses. Et alors, le gobelet ou le verre de lait, ça sert aussi souvent utilisé dans les sphères d'extrême droite. C'est en fait une forme de racisme envers les personnes d'origine asiatique qui, de par la génétique, digèrent moins bien le lait. Et donc, ça sous-entend une suprématie des blanches par rapport aux Asiatiques, parce que les personnes d'origine caucasienne, peau blanche, digèrent mieux, pour la plupart des cas, le lait, et du coup, c'est détourné pour en faire un symbole raciste. Vous voyez que donc, rien qu'en parlant d'emoji, en fonction des contextes, ça peut, c'est parfois explicite, parfois implicite, et si on ne comprend pas le message implicite, ça peut nous passer au-dessus de la tête, on n'aura pas compris, mais ça ne retire en rien le fait que ça pourrait être violent. C'est pas parce que vous ne l'avez pas compris que l'autre n'avait peut-être pas cette intention. Alors, j'ai délibérément pas parlé du singe. Prenons la phrase chouette journée au zoo aujourd'hui et je mets un petit emoji de singe. Voilà, on comprend que dans le contexte, il s'agit d'un singe au zoo. Par contre, comment a-t-il pu rater ce penalty avec un singe? C'est un cas réel. Il s'agissait, donc c'était un tweet sur la plateforme Twitter. Il s'agissait d'un joueur de peau noire. Et donc là, forcément, on fait le lien entre le singe et le joueur de foot noir. Et ben là, clairement, on compare cet homme à un singe. Et là, c'est raciste. Vous voyez, donc le même emoji pourrait être utilisé dans des contextes différents. Une fois, il est innocent, une fois, il l'est pas. Et donc, c'est important de tenir compte du contexte. Autre exemple que je vous mets ici à l'écran, à gauche, c'est le président américain Trump. Vous voyez à la date, c'était en 2016, donc c'était lors de son premier mandat qui en fait met une série d'emojis. Et en soi, les emojis tout seuls sont innocents. Après, il publie un message textuel qui dit en fait exactement la même chose que le tweet précédent avec les emojis. Seulement si vous lisez la fin du tweet, Millions of people who voted illegally, et puis que vous regardez la fin du tweet avec les emojis, illegally correspond aux personnes noires. Et donc, il y a là, indirectement, une allusion au fait que les personnes noires votent de manière illégale. Et donc ça, c'est une forme de violence, c'est du racisme.
Alors, c'est pas explicite parce que pris séparément, voilà, ce sont des messages politiques. Par contre, si on fait le lien, là, clairement, c'est raciste. À droite, la photo d'une joueuse du club de foot Juventus. Bon, elle fait une grimace, elle imite voilà, les yeux bridés, type Asie du Sud-Est, et ils utilisent les emojis. Seulement, la plateforme, à l'époque, n'était pas capable de reconnaître que l'utilisation de la séquence de ces trois emojis pour faire les yeux bridés, en fait, avait une connotation raciste. Et alors, en dessous à gauche, euh, F is for friends, U is for you and me, N is for, et donc en anglais, euh, voilà, il y a quatre petits points. Ça joue sur le fait que dans notre tête, on va trouver le mot de nouveau raciste, nègre en anglais, qui n'est pas écrit, mais tout le monde le pense. Et du coup, du fait qu'il soit pas écrit, dans le contexte, mais en fait, nous comprenons le message raciste, mais la plateforme n'a pas sanctionné ce message parce que ça n'est pas explicitement écrit. Et donc, c'est une manière de déjouer les algorithmes, et c'est important de savoir qu'il existe aujourd'hui beaucoup de manières de contourner ces systèmes de modération. Continuer sur les emojis, hein, le symbole OK, et on a l'habitude, nous, de dire OK, tout va bien, picobello. Donc, en soi, c'est un emoji innocent qui est utilisé de manière innocente. Cependant, il a été récupéré par des suprémacistes parce que vous voyez l'image ici. Ça fait un W et un P, et donc white power. Et donc, c'est un exemple de récupération d'un emoji à des fins racistes ou violentes. Voilà. J'insiste là-dessus. Il faut pas voir le mal derrière chacun des emojis, mais juste selon le contexte, ça pourrait avoir une signification différente. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tiens à passer comme message ici. Je l'ai déjà évoqué, hein, le fait soit de ne pas écrire les mots en entier, soit d'utiliser des chiffres ou des symboles pour remplacer certains mots. Sachez d'ailleurs que la presse aujourd'hui sur les réseaux sociaux utilise le même système, au risque sinon de voir leurs publications euh, supprimés, ou leur compte bloqué. Et donc, ce sont là à l'écran quelques exemples de détournement des systèmes de modération. Et parfois, c'est délibéré pour pouvoir faire passer un message violent, mais parfois c'est aussi pour éviter que la modération trop sévère, imaginons un historien qui parle d'Hitler, et ben, bloquer son compte parce que il parle dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale d'Hitler. Voilà. Donc ça, il y a toujours l'importance du contexte à prendre en considération. L'État islamique, Daesh, a adapté son discours en fonction des plateformes, et là, je vous mets dans le texte, je vous l'explique, vous ne devez pas lire le slide, il y a beaucoup de texte, il est fort dense, mais ils ont remplacé dans leur message, dans leur publication publique, les mots explosion, arme ou roquette par des emojis. On s'est rendu compte aussi que sur Twitter, à l'époque, la modération était beaucoup plus forte en anglais qu'en arabe. Donc ça veut dire que le même message en arabe passait, tandis qu'en anglais, il ne passait pas, il était tout de suite marqué comme étant violent. Et sur Telegram, alors là, il y avait beaucoup moins de modération encore. Et donc là, il y avait beaucoup plus de messages qui passaient indépendamment du contenu euh, et des messages sous-jacents.
Je passe au cyberharcèlement. Euh, il y a beaucoup de liens à faire entre le harcèlement physique en personne et le cyberharcèlement. Ce sont donc quand on parle d'harcèlement, c'est la répétition d'agressions. Parfois, il s'agit de micro-agressions. Et donc ça, c'est aussi important à savoir que euh, c'est une question de perception. On ne se rend pas toujours compte d'être harcelé. Donc, ça peut être la somme de toutes ces micro-agressions. Il faut aussi préciser que ce ne sont pas nécessairement les mêmes agressions. Ça peut être différentes formes d'agression, euh, voilà, sur des sujets parfois très différents, qui, pris ensemble, contribuent à une forme d'harcèlement. Ça se passe en ligne. Et en ligne, il y a malheureusement l'indifférence parce que on parle d'un effet de meute, l'anonymat qui joue beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on ne connaît pas la personne en face. Et pourtant, les effets sont vraiment néfastes. Je parlerai plus tard des impacts. Vous connaissez peut-être, soit dans votre entourage, soit de l'actualité, des cas euh, où les personnes se mutilent, se suicident, voilà, sont victimes de violences physiques euh, aussi. Donc le cyberharcèlement existe et je vais rentrer dans le détail après avec quelques exemples, avec un impact réel, parfois psychologique. Les personnes encaissent beaucoup, n'en parlent pas toujours, mais donc c'est important de comprendre que euh, comment ce cyberharcèlement finalement arrive à exister. C'est vraiment cette dimension d'anonymat et d'absence de face à face, la banalisation. On est malheureusement à une époque où il faut que ce soit de plus en plus fort, de plus en plus impressionnant, verbalement, visuellement, à la recherche du like, à la recherche de vues sur les réseaux sociaux. On banalise ça. Le cyberharcèlement euh, induit aussi un caractère permanent. Ce qui est très difficile aussi par rapport au harcèlement, c'est que ça peut être instantané. Il y a eu beaucoup au début des live streams, des live feeds de Facebook, des problèmes parce que des personnes se faisaient harceler en rue, par exemple, et, euh, et que du fait que ce soit instantané, la plateforme ne pouvait pas modérer et il y a une forme d'impunité parce que personne ne... Voilà. Il n'y a pas de police en ligne. Si, il y a une police en ligne, mais on se sent moins, euh, comment dire, moins coupable. Et donc, on va se sentir beaucoup plus à l'aise de pouvoir faire du harcèlement. Il y a différentes formes, hein, c'est le harcèlement, vraiment, chercher la puce à quelqu'un tout le temps, dénigrer la personne, se moquer d'elle. Ça commence peut-être gentiment et puis c'est la répétition qui fait que ça devient moqueur, ça devient méchant. Le lynchage vidéo, l'usurpation d'identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre, euh, le doxing, revenge porn et le trolling, ce sont différentes formes de harcèlement. À propos de trolling, les trolls, ce sont les personnes qui vont passer du temps, principalement sur les réseaux sociaux, dans les sphères publiques, sur les forums, à mettre des messages qui jettent de l'huile sur le feu, qui vont dire non, t'as tort. Peu importe ce que vous avez dit, ils vont dire non, tu as tort. Et c'est juste le débat pour le plaisir du débat, mais c'est un débat stérile qui va vous faire monter grimper au rideau et vous, ça va vous mettre en rage. Et les trolls, et les haters d'ailleurs aussi, ne demandent pas mieux, c'est que tout d'un coup, vous rentriez dans un débat et vous allez commencer à vous défendre, malgré vous. Alors c'est un vous générique, hein, je pense pas à vous individuellement qui participez à ce webinaire, mais les personnes vont du coup se mettre à se défendre malgré eux, peut-être euh,
perdre de leur calme et peut-être, malgré eux, devenir violents dans leurs propos en disant mais t'es bête, t'es stupide, t'as rien compris. Et ça va se retourner contre eux. Et du coup, c'est la victime du troll, du trollage, qui tout d'un coup devient la méchante personne. Et donc, c'est une forme aussi de gaslighting, j'expliquerai après, où ce sont des personnes qui, juste pour le plaisir de provoquer quelqu'un, vont les provoquer. Et comme c'est en ligne, ils n'ont rien de mieux à faire que d'aller sur une publication pour contredire les autres. Voilà. Certains en font vraiment un sport. Si c'est à destination toujours d'une même personne, bah, là, clairement, c'est du cyberharcèlement. Le sexting, il y a le mot sexe dedans, ce sont les messages à caractère sexuel. En soi, ça existe, il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'il y a un consentement mutuel à ce que ces messages circulent, souvent, le sexting dépasse les limites quand ce sont des messages à caractère sexuel non sollicités. Dès que c'est non sollicité, c'est de facto du harcèlement sexuel en ligne. Et malheureusement, les femmes sont beaucoup plus les victimes de sexting. Et on le voit sur les plateformes de rencontres, les réseaux sociaux de rencontres où en fait très vite, plutôt que de parler de rencontres et qui tu es, ce que tu aimes faire dans la vie, ça tourne très vite autour du sexe et les femmes se voient donc voir des parties de corps nues d'hommes ou des messages dont le texte est à caractère sexuel. Voilà. Parfois c'est plus subtil, on s'en rend pas compte que tout d'un coup il y a une certaine complicité, une certaine proximité dans l'échange de messages, et puis tout d'un coup ça peut arriver aussi. C'est pas parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien ou parce qu'on pense qu'il y a une certaine proximité que c'est justifié. Si c'est pas sollicité, s'il n'y a pas de consentement mutuel, ça reste sérieusement problématique. Encore au sujet des femmes, principalement, c'est le dénigrement, l'humiliation de quelqu'un en ligne. On parle, quand il s'agit de femmes, de slut shaming, slut étant le mot anglais pour salope. Et donc, c'est vraiment aller chercher des ennuis à une femme et simplement parce qu'elle est une femme. Et donc, c'est l'humilier en ligne parce que elle a publié une photo d'une nouvelle tenue qu'elle s'est achetée. Et du coup, là, tout de suite, le dénigrement, l'humiliation, alors que un homme qui publie le même message avec pas nécessairement la même tenue, mais voilà, dans un contexte vraiment similaire, lui ne sera pas humilié. Et on voit que les femmes sont malheureusement plus victimes de cette forme d'humiliation. Et voilà, donc vous allez le comprendre au fil du webinaire que les femmes sont malheureusement beaucoup plus les victimes d'harcèlement et de violence en ligne. Pas que, évidemment, mais donc c'est un fait réel. Maintenant, l'humiliation, je parle des femmes, mais ça peut être par rapport à des personnes en situation de handicap, ça peut être par rapport à des personnes qui sont en surpoids, qui sont en sous-poids. Donc, l'humiliation peut prendre beaucoup de formes. Le principe, c'est de se dire, les personnes sont dénigrées juste pour qui elles sont ou ce qu'elles font. Voilà, ça c'est à retenir ici. Euh, voilà. Le gaslighting, c'est pas loin du trollage. C'est donc des trolls, ceux qui dans un débat, enfin sur un forum public, allaient jeter de l'huile sur le feu, provoquer les gens. Le gaslighting est plus subtil en ce sens où ils vont semer le doute
chez l'interlocuteur ou l'interlocutrice pour mettre l'autre personne mal à l'aise. C'est une forme de harcèlement. Et vous voyez, j'ai mis un échange de messages à droite. C'est de dire, mais non, tu te fais des films. Mais non, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Mais si, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. T'es trop sensible, tu te prends au sérieux. Euh, je t'ai envoyé un mail ou je t'ai envoyé un message et t'y as pas répondu ou t'as pas fait ce que je t'ai demandé. Mais non, tu m'as jamais demandé ça. Et du coup, est-ce que je ne lui ai jamais demandé ça? Le fait qu'on va commencer à se poser la question, c'est ce doute-là, c'est cette déformation-là qui est précisément le gaslighting. Et donc, c'est une forme de manipulation psychologique où les personnes vont continuellement se remettre en doute et il y a un rapport de force entre le harceleur et la personne et la victime. Et donc, à répétition, c'est une forme de harcèlement. Alors, remettre en doute quelque chose en soi, pour des raisons, euh, on va dire, démocratiques et scientifiques, n'est en soi pas une mauvaise chose. Par contre, dans un contexte d'échange et quand c'est à répétition, ça devient la manipulation psychologique et les personnes commencent à douter d'elles-mêmes, perdre en confiance en soi. Euh, voilà. Et donc, il y a là un rapport de force euh, qui s'installe. Le doxing, alors, ça vient euh, du, du mot doc, de document. Docs, c'est de mettre des informations propres, des informations confidentielles propres à une personne en ligne sans le consentement de nouveau de cette personne. Alors, on peut imaginer que ce soit des documents. Alors, dans certains cas, on dira que ce sont des lanceurs d'alerte. D'accord, mais dans d'autres cas, quand il s'agit d'une personne, parce que euh, voilà, ça c'est le numéro de téléphone de telle personne parce que elle a telle orientation sexuelle. Voilà. Et maintenant, on va tous lui envoyer des messages en masse. Ou telle personne va à l'école à tel endroit, on va l'attendre à la sortie par rapport des politiciens, des politiciennes sont parfois aussi victimes de ça. Donc ça arrive aux citoyens, citoyennes, un peu monsieur et madame tout le monde. Ça arrive aussi à des personnalités publiques qui tout d'un coup, du jour au lendemain, se retrouvent avec leurs coordonnées ou des informations confidentielles en ligne dans l'intérêt de nuire. Hein, toujours. Voilà. Donc, et vous voyez là quelques exemples de ce qui pourrait être partagé, l'adresse d'une personne, le vrai nom de quelqu'un. Dans les médias flamands, il y a eu récemment euh, un scandale autour d'un procès et la presse avait expressément s'était retenue de divulguer les noms des personnes par la suite reconnues coupables et il y a un YouTuber qui a mis le véritable nom, diffusé donc le nom de ces personnes en ligne dans l'intérêt, enfin, il n'y a aucun intérêt, mais de son point de vue, c'était bah, voilà, pour la transparence publique. Il voulait dire au monde entier de qui il s'agissait, c'est du doxing. Si un juge déclare que on doit respecter l'anonymat des parties dans un procès, personne ne peut alors le diffuser. Et donc, voilà, ça a fait un scandale. Donc, même dans ce contexte-là, diffuser le prénom et le nom de famille de quelqu'un s'apparente à du doxing, le nom des enfants, un numéro de téléphone, une adresse mail, voilà, quelques autres exemples de doxing. La pornodivulgation, c'est pas loin de nouveau du sexting. Hein, imaginons un contexte où on s'envoie, où il y a un échange de, de messages euh, à caractère sexuel ou peut-être suggestif. Et dans un contexte avec consentement, le revenge porn ou la pornodivulgation part du principe que, en fait,
on dépasse la sphère privée ou la bulle dans laquelle est diffusé ce contenu pour aller le diffuser en masse sur les réseaux sociaux sans le consentement de la personne, dans le but souvent de prendre une revanche ou de faire chanter la personne. Les femmes sont de nouveau, malheureusement, plus souvent les victimes. J'insiste sur le fait que il y a deux éléments à prendre en considération ici. Il y a d'une part le fait que ce contenu ait été créé et partagé avec consentement d'une part. Ça, c'est la vie privée des gens. Et puis d'autre part, la divulgation publique de ces contenus. Donc, là où c'est problématique, c'est la divulgation, clairement. Euh, voilà. Donc, c'est aussi une forme de violence, puisque tout d'un coup, du jour au lendemain, on prend une photo de quelqu'un qui se retrouve en ligne, alors qu'on pensait faire confiance à l'autre. Par rapport au sexisme, ça, c'est un exercice que je vous invite à faire euh, d'un navigateur Internet à l'autre, vous allez voir que les résultats sont parfois différents, mais cherchez School Boy et School Girl. À mon sens, on peut difficilement être plus sexiste que Google euh, en cet instant-là. Vous voyez, quand vous cherchez Schoolboy, les quatre premières images sont des dessins, des petits cartoons, tout à fait innocents. La première rangée, tout à fait, ce sont des petits garçons qui ont un cartable ou un carnet d'école dans les bras. Il y a aucun problème. Il y a que sur la deuxième rangée, deux images qui sont sexualisées de par leur tenue vestimentaire. Maintenant, si on regarde Schoolgirl, là, la majorité, je trouve, et après c'est une question de perception toujours, hein, de ces photos sont sexualisées. On voit non seulement des filles en petite tenue euh, qui adoptent des postures sexualisées, et en plus, on voit dans l'algorithme de recherche, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ici, une des suggestions de recherche supplémentaire, c'est donc d'abord c'est girl outfit et ensuite jupe. Pour moi, ça sous-entend que, et d'ailleurs chez les garçons, schoolboy wearing skirts aussi. Ça veut dire que le mot schoolboy, schoolgirl, il y a une dimension sexualisée derrière, d'une part, mais en plus que ce sont les femmes de nouveau qui sont considérées comme étant des objets sexuels, de désir, alors qu'on pourrait avoir aussi une rangée avec des petits cartoons de filles qui vont à l'école. Pour montrer que l'algorithme va donc mettre en avant euh, des, des résultats sexistes en fonction de la recherche. Google, c'est une chose. J'ai maintenant fait le même exercice sur ChatGPT et j'ai donné comme consigne en anglais, parce qu'en anglais, il y avait la facilité de donner une consigne neutre sans induire, on va dire, le genre du métier. Crée-moi une image de tel ou tel métier. En anglais, create an image of a. Et puis là, le métier, ça évite de dire de un chauffeur de camion ou de une puéricultrice qui, voilà, de par la langue française, induit un genre. Et donc, en anglais, vous voyez, ChatGPT, un chauffeur de camion, c'est d'office un homme avec une casquette, barbu. Une, une aide ménagère, c'est une femme. Une puéricultrice, c'est aussi une femme. CEO et astronaute, ce sont des hommes. D'ailleurs, bon, pour la petite